Bonjour monsieur Bonjour. Edgar Morin. Donc le 16 mai 2017, nous allons projeter à l'auditorium de l'Hôtel de Ville le film de Ken Loach, London Freedom, Tierra Libertad, en présence de deux petites filles d'André Ousnin, pour rappeler aux Parisiens notamment ce que furent les événements de mai 37, que nous considérons, nous, comme un peu le glas de la révolution populaire espagnole. C'est le point où le moment de l'assassinat des rêves va commencer par l'assassinat des hommes. Voilà. En plus, donc, vous avez toute votre vie accompagné Villebaldo Solano dans sa quête pour réhabiliter la mémoire d'André Ousnin. Oui, parce que c'est vrai que mon premier acte politique, quand j'avais 16 ans peut-être, ça a été d'aller à la Solidarité internationale antifasciste, qui était un organisme libertaire, pour faire des colis pour les combattants de la colonne Durruti, en général pour les combattants de la guerre d'Espagne. Et à l'époque, j'étais très conscient, par ce que je lisais, de cette tragédie au cœur de la guerre d'Espagne. C'est pour ça que j'ai toujours construit que s'il n'y avait pas seulement une lutte qui était le bien, la République, et le mal, Franco, bien sûr, Franco était le mal terrible, mais au sein de la République, il y avait eu un conflit effroyable, et il y a eu la destruction de tant d'espoirs qui se sont levés, notamment chez les paysans, les ouvriers d'Aragon, de Barcelone, de Catalogne. Donc, si vous voulez, j'ai vécu tout ceci, et je me souviens très bien que quand il y avait un journal du soir qui s'appelait François, et qui avait en manchette qui annonçait la chute de Barcelone, là j'étais chez des parents, je l'ai mis devant mes yeux pour cacher mes pleurs. Donc, si vous voulez, c'est des choses très marquantes. Et je trouve que après la guerre, j'ai bien connu Villebaldo Solano, qui était le secrétaire général des Jeunesses du POUM, qui était le parti d'André Nin, et qui ne pensait qu'à la réhabilitation de la mémoire, parce que Nin, non seulement avait été kidnappé et assassiné, mais quand le général Orlov, qui était le chef du KGB à l'époque, ce qui avait, avec sur l'ordre de Staline, organisé l'enlèvement et préparé un grand procès comme les procès de Moscou. Ils avaient même fabriqué un faux document où Nin livrait les fortifications de Madrid à Franco. Enfin, c'était un truc absolument monstrueux. Mais ils l'ont tellement torturé qu'ils n'ont pas pu faire ce procès, ils l'ont enterré, et ils ont dit, Nin est parti chez Franco. Et cette légende est restée. Et cette fameuse lettre est restée aussi dans les archives. Et Villebaldo, il voulait réhabiliter. Mais comment? On faisait des lettres à Khrouchtchev, à l'époque de Khrouchtchev, etc. Et finalement, quand il y a eu cet épisode de Khrouchtchev, où la police secrète soviétique a ouvert ses archives et en a vendu quelques-unes, il a pu envoyer des gens de la télévision catalane acheter des deux documents capitaux, la lettre d'Orlov à Staline lui disant voilà ce qu'il préparait contre Nin, et la lettre dans laquelle il disait à Staline on a fait ce qu'on a pu, il est mort, mais voilà ce qu'on a réussi quand même à faire. Donc, qui prouvait absolument le complot et l'assassinat. Et c'est-à-dire que ce n'est que donc en 90, plus de 50 ans plus tard, qu'il a obtenu satisfaction et qu'il a obtenu la justice. Et moi, j'ai suivi tous ces efforts, et je pense que c'est très très important que soient réhabilités les gens qui ont été ignoblement calomniés. Et je crois que ce film, Terre et Liberté, ce magnifique film, il a le mérite, parce qu'il y a eu, je me souviens d'un film qui était Mourir à Madrid, des tas de choses, qui faisait une épopée qui mélangeait tout, et qui fait comme si c'était seulement une merveilleuse union entre les communistes et les républicains. Bon.
là, il fallait absolument démystifier cette guerre, tout en maintenant, évidemment, l'antifranquiste fondamental. Et je pense que la vérité a mis beaucoup de temps à se frayer un chemin, et elle n'a pas encore totalement triomphé. Et c'est pour ça que ce film est capital, parce que cette fois il le porte au niveau d'un très beau film, vrai historiquement, ce problème terrible, ce conflit qu'il y a eu dès le début entre des aspirations révolutionnaires d'un peuple qui croyait que c'en était fini de l'exploitation, que c'en était fini de la monnaie, que c'était fini de tout ça, et la répression impitoyable qui s'est faite ensuite. Pour moi, c'est un des moments les plus tragiques, les plus émouvants de l'histoire du XXe siècle. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu la chute de Barcelone dans les larmes. Et bien entendu, je me suis vraiment préoccupé du sort de ces réfugiés. Et je me souviens très bien que la revue Esprit avait fait une petite commission d'enquête. Moi encore, j'avais 16-17 ans, mais pour aller voir au camp du Recebedou la façon dont on traitait ces réfugiés. Et je voulais y aller. Mais vous savez, mon père me couvait. J'étais un enfant unique, ma mère était morte, il voulait m'empêcher d'avoir mes activités politiques étaient clandestines. Et finalement, j'ai obéi à mon père, je ne suis pas allé au camp du Recebedou. Mais je me souviens très bien que c'était déjà un problème, la façon dont ces réfugiés étaient traités m'avait beaucoup affecté. Et il s'est trouvé que par la suite, quand je me suis réfugié à Toulouse en 1940, quand la France s'était occupée, quand il y a eu la déroute totale, je me suis lié avec des camarades espagnols. Je me souviens, l'un s'appelait Mario Llorca. Il était même le petit-fils de l'écrivain Blasco Ibáñez. Ah oui. Et l'autre, dont j'ai oublié le nom de famille, c'était deux de mes amis. Et à travers eux, je gardais ce souvenir présent de cette émigration et de la guerre d'Espagne. Et surtout qu'à Toulouse, il y avait beaucoup de réfugiés à cette époque-là. Mais je ne connaissais pas encore Vivaldo, qui lui s'était remis à militer et avait été emprisonné par Vichy. Et donc, qui m'a raconté l'histoire que je vous ai transmise, de ce qui lui est arrivé dans sa prison, où il était en but aux persécutions des staliniens. Oui. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est très curieux, parce que c'est un événement très ancien. Après, j'ai vécu la résistance, j'ai vécu la guerre d'Algérie, j'ai vécu beaucoup d'événements. Mais il m'a tellement marqué qu'il reste présent, très fort en moi. Et donc je pense souvent, je chante souvent des chants de la guerre d'Espagne, à las barricadas et des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie. Après, vous savez, je suis devenu communiste en 1942, sous l'occupation. Je le suis resté peu de temps, mais enfin, je me suis détaché quand il y a eu les grands procès 49 et puis ils m'ont exclu. Donc c'était quelques années. Mais j'ai retrouvé après toute ma culture antérieure, qui était cette culture antifasciste, cette culture de gauche, cette culture libertaire, trotskisante, etc. Et j'ai retrouvé des amis qui justement représentaient encore cette culture. Et je dirais que c'est ma culture profonde. Voilà, je suis rouge et noir, profondément dans le parti. J'étais en même temps tout à fait anormal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque sous l'occupation, sa propagande était uniquement chauvine. C'était à bas les boches, à bas les boches. Et moi, je n'ai jamais employé ces mots-là. Moi, je disais à bas le nazisme. J'ai toujours fait, dans mes tracts, dans mes documents clandestins, j'ai jamais voulu exprimer un sentiment raciste, anti-allemand, alors que ce racisme régnait beaucoup. J'ai aidé des communistes autrichiens qui étaient émigrés en France. Mon adjoint était Krasatz, c'est-à-dire un marin de Hambourg, qui lui-même avait fait la guerre d'Espagne et était revenu en France et s'était évadé du Recebedou. Donc j'avais cet état d'esprit. Donc, si vous voulez, à cette époque, et donc, j'avais connu Chauvin, qui était
un ami trotskiste qui a été du reste déporté à Buchenwald, et bien que communiste, je suis resté très ami avec lui, contrairement à toutes les consignes du parti, les considérer comme... Et alors, sous l'occupation, j'ai connu Mépicret, et parce que on ne connaît pas, parce que cette résistance libertaire, elle ne voulait avoir aucun rapport avec la résistance officielle gaulliste de Londres, etc. Mais elle pratiquait beaucoup la solidarité et l'entraîne pour les persécutés. Et je me souviens, et Mépicret, elle avait un bon contact dans une mairie de banlieue, grâce auquel elle me procurait beaucoup de cartes d'alimentation, de pain, etc., que je pouvais distribuer, parce que c'était une époque de famine, etc. On était donc très amis avec elle, et très séduits par sa personnalité, parce qu'elle nous avait raconté que dans son esprit internationaliste, elle avait voulu avoir un enfant d'un juif, un enfant d'un peau rouge, et un enfant de noir. Mais c'était une personnalité extraordinaire. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu des livres écrits sur elle après. Oui. Mais, et alors, il y avait un sens profond de l'entraide qui ne cherchait pas qui es-tu pour que je t'aide. On aide. Et j'ai connu aussi un libertaire qui était Luis Mercier Vega. Je l'ai connu. Et par lui, j'ai connu un autre dont le nom m'échappe malheureusement. C'était un homme qui avait été déserteur de la guerre de 14, qui s'était évadé, et en s'évadant, il avait tué son gardien. Donc il ne pouvait pas bénéficier d'amnistie pendant très longtemps, mais quand même il est rentré en France après 1930 et messieurs. Et quand la deuxième guerre approchait, il est parti, il est allé au Chili, grâce à son ami Mercier, qui était d'origine chilienne. Et dans un premier temps, il a été employé en Patagonie, avec une maison de gardien, parce que en Patagonie, c'était vraiment les chasseurs d'oreilles au service des grands propriétaires fonciers des compagnies anglaises qui ramenaient les oreilles des Indiens, lesquels, évidemment, s'intéressaient aux troupeaux, mangeaient des moutons. Donc, quand il est allé, il y avait pratiquement tous les Indiens avaient été massacrés. Et un soir, il était dans sa cabane, où il y avait un froid terrible, le vent qui soufflait, etc. On frappe à sa porte, il voit arriver une femme indienne avec son enfant. Il l'accueille, il l'héberge, il lui donne à manger, il la fait coucher. Le lendemain matin, il va voir comment ça va, il a disparu. C'est-à-dire qu'il avait rencontré peut-être la survivante. C'est comme ces gens qui découvrent le Yéti en Himalaya, la survivante de tout ce peuple malheureux. Et après, il a été envoyé dans les Andes pour négocier une route qui traversait un territoire indien. Et au chef indien, il a dit, voilà, on va vous payer, on va vous rembourser. Alors il propose des pesos, il propose de l'argent. Le type, non, donnez-moi seulement des sacs de blé. Voilà. Il a fait découverte, il a découvert tous ces peuples, n'est-ce pas, qui ignorent le pouvoir de l'argent, qui ignorent cette... Et alors c'est lui, quand je l'ai connu au Chili, qui me racontait vraiment les larmes aux yeux tout ce qu'il avait vécu avec ces paysans d'Aragon au moment où ceux-ci distribuaient, détruisaient la monnaie, qui pensaient, et ça m'a aussi beaucoup marqué. Et c'est grâce à lui que j'ai connu un jeune Cubain qui avait participé au combat de la Sierra Madre avec le Che et avec Fidel, et qui avait compris rapidement que ce régime devenait stalinien. Et c'est grâce à lui que j'ai compris, dès l'année 1961, que ce truc-là avait déjà été perverti, alors que la plupart des intellectuels en France croyaient encore que c'était une glorieuse épopée. Donc, si vous voulez, le rôle des libertaires dans ma vie a été très important.